Tout d'abord à remercier l'Académie pour cette invitation qui m'honore. Et donc, comme me disait le professeur Boniver, je vais parler de la thérapie cellulaire dans les maladies osseuses, dans un certain type de maladies osseuses. Alors, on peut utiliser la thérapie cellulaire dans les maladies osseuses, pas dans toutes, bien sûr, mais on va, en tout cas en ce qui nous concerne, cibler les maladies où on a découvert, où on a pu mettre en évidence un déficit dans l'activité ou dans le nombre de ces cellules souches dont parlait M. Boniver, ces cellules souches somatiques mésenchymateuses, ou également dans le nombre et l'activité des cellules formatrices d'os, c'est-à-dire les cellules ostéoblastiques. Alors parmi ces maladies, on peut trouver l'ostéonécrose, on trouve évidemment le modèle où on a besoin d'un grand nombre de cellules, de facteurs de croissance, sont les fractures, et je vais en parler ici. Alors souvent dans ces maladies, comme l'ostéonécrose et certains types de fractures, on se rend compte que le tissu et l'os est incapable, dans certaines situations, de rencontrer les besoins en remodelage osseux face à la lésion. Et ici, on parlera de deux indications en particulier, l'ostéonécrose d'une part, et ce que je vais appeler ici les non-union, ou en français les pseudarthroses, qui sont les fractures qui ne consolident pas spontanément. Alors l'ostéonécrose à tête fémorale, pour ceux qui ne sont pas médecins, il s'agit donc d'une maladie qui peut toucher toutes les articulations, mais qui touche de manière prépondérante la tête du fémur. Elle est généralement due dans nos populations à la prise de cortisone pour différentes raisons, ou à une prise excessive d'alcool, mais aussi dans 30 à 40% des cas, on ne connaît pas la cause. Par contre, dans la population africaine, c'est la drépanocytose qui est une cause très fréquente d'ostéonécrose à tête fémorale. Alors actuellement, dans les stades, on parlait de prothèses tout à l'heure, dans les stades non fracturaires, je vais vous montrer quelques images, il n'y a pas véritablement de traitement qui permet de guérir la lésion, et c'est donc vers cela qu'on s'est lancé dans notre laboratoire. Alors l'ostéonécrose, la tête fémorale, donc il s'agit d'une lésion, vous voyez ici, qui se situe au niveau de l'épiphyse, et lorsqu'elle évolue, ici c'est un stade précoce, donc ce sont des stades 1-2, et lorsqu'elle évolue vers un stade plus tardif, fracturaire, vous voyez que la tête fémorale perd de sa sphéricité, et bien sûr, lorsqu'on a une tête fémorale, on va dire cabossée, comme vous le voyez là, le patient a très mal, il perd la fonction de sa hanche et nécessite la mise en place de prothèses. Alors bien sûr, si on veut faire la thérapie cellulaire de cette maladie, on va cibler des patients qui auront une sphélicité de tête fémorale conservée, dans le but d'éviter le passage à ce stade fracturaire. Alors ici, faire un diagnostic d'ostéonécrose à l'heure actuelle avec la résonance magnétique nucléaire, c'est extrêmement facile. Donc on fait une imagerie par résonance magnétique. Ici, vous avez une image d'une hanche normale. Ici, vous avez l'apparition de cette zone de nécrose dans la partie supéro-externe. Donc c'est un diagnostic facile. Alors jusqu'à présent, on parlait d'ostéonécrose avasculaire. Et donc, on disait que c'est une maladie vasculaire, c'est un petit peu comme ça que je la connaissais, en tout cas des textbooks quand j'étais étudiante. Et on disait donc qu'on pouvait avoir au niveau des vaisseaux de la tête du fémur, par exemple, des emboles graisseux, et donc une coagulation dans les capillaires de ces vaisseaux, et donc des sortes d'emboles, et à cause de cela apparaissaient ces lésions. C'est pour ça que s'est développé ce qu'on appelle la core decompression, ou le forage, c'est-à-dire qu'on allait forer dans la tête dans le but de ramener du sang des vaisseaux et de revasculariser. Alors on faisait ça aussi parce que c'était à l'époque où on n'avait pas de résonance magnétique. C'était des patients qui avaient des douleurs de hanche avec des radiographies normales, et donc on se demandait un petit peu pourquoi ils avaient mal, et donc on allait avec forer, faire un trou, prendre une biopsie, analyser, c'est comme ça qu'on découvrait alors le diagnostic. Et donc,
Personnellement, quand je suis revenue des États-Unis où j'ai travaillé sur la cellule osseuse, je me suis dit finalement cette maladie, est-ce qu'elle ne serait pas aussi une maladie des cellules osseuses? Et on a commencé à travailler sur les cellules souches, savoir si ces patients avaient un nombre, une activité de cellules souches normale, mais aussi une activité ostéoblastique normale. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, probablement, il s'agissait aussi d'une maladie osseuse en termes de diminution du nombre de cellules souches et aussi en termes de diminution d'activité des cellules souches et des cellules osseuses. Alors ce que moi j'en pense, c'est que probablement il s'agit d'une maladie aussi bien vasculaire que osseuse, parce que lorsqu'on regarde un os, si vous avez ici un trabécule sur lequel vous avez les cellules osseuses, une trabécule sur laquelle vous avez les cellules osseuses qui sont alignées, vous avez les capillaires, et bien sûr les cellules souches vont emprunter ces capillaires pour aller jusqu'à ces trabécules, de même que pour les ostéoblastes. Et donc évidemment, je ne pense pas que ce soit une maladie purement vasculaire, certainement pas, purement osseuse non plus. Alors voilà ce qu'on a fait au laboratoire pour voir un petit peu l'activité des cellules souches mésenchymateuses chez ces patients. Vous avez ici une image de ce que sont ces cellules souches lorsqu'elles sont colorées. Ce sont des cellules qui adhèrent au plastique, qui forment des colonies, comme vous voyez ici. Et donc, ce qu'on a montré, en fait, c'est que finalement, les colonies étaient là. Il y avait un nombre de colonies qui étaient identiques chez les patients ostéonécrose. Donc, on a pris deux groupes de patients, des patients qui avaient une ostéonécrose et des patients contrôle. On a comparé et on voit qu'ils avaient un nombre de colonies de cellules souches comparables. Par contre, lorsqu'on regardait la capacité de ces cellules souches à proliférer, eh bien là, il y avait une différence de prolifération en défaveur des patients qui avaient une ostéonécrose. Alors ensuite, on a regardé leur capacité à former de l'os. Donc il semble que l'activité de ces cellules était diminuée, mais leur capacité à se différencier d'une cellule osseuse était maintenue. Et on a maintenu dans un ballon un certain temps, mais lorsque ces cellules étaient différenciées jusqu'à la cellule osseuse, là, il y avait véritablement une altération de cette capacité de l'ostéoblaste à former du minéral. Vous voyez ici un ostéoblaste qui a minéralisé un patient en contrôle versus un patient qui a une ostéonécrose. Ce que vous voyez en rouge, ce sont ces dépôts de minéral. Et véritablement, il y a une différence dans cette capacité des ostéoblastes à minéraliser. Et donc, vous comprendrez par la suite pourquoi je vous ai montré cela. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, pour traiter en thérapie cellulaire ce type de lésion, donc on est parti de la moelle osseuse que l'on prélevait au niveau de la crête iliaque du bassin. Et comme le disait M. Boniver, dans cette moelle osseuse, on retrouve les cellules souches hématopoïétiques, on retrouve les cellules souches somatiques, et ce qui va nous intéresser évidemment, c'est leur capacité en ce qui nous concerne à se différencier vers la lignée ostéoblastique, c'est-à-dire faire des ostéoblastes et finalement des ostéocytes, qui est la cellule entourée de sa matrice, mais éventuellement des cellules endothéliales. Alors, en ce qui concerne le système locomoteur, moi ici je me suis focalisée sur la partie osseuse, mais évidemment dans le système locomoteur vous avez aussi tout ce qui est articulation et cartilage. Et actuellement, on n'en a pas parlé ici, il y a un produit de thérapie cellulaire cartilagineux sur le marché qui est aussi issu d'une spin-off de la KUL qui s'appelle Chondroselect et qui a reçu l'AMM pour traiter les lésions cartilagineuses de petite taille. Donc c'est le premier produit de thérapie cellulaire au monde sur le marché. Donc pour l'appareil locomoteur, en cartilage, on a quelque chose, en Chondroselect, et nous avons développé un produit osseux dont je vais vous montrer les résultats. Mais avant de partir là-dessus, on a démarré avec la moelle. Alors, lorsqu'on utilise la moelle en thérapie régénérative, on peut soit prendre la moelle et la concentrer, on peut soit prendre la moelle, la concentrer en cellules souches mésenchymateuses et puis prendre ces cellules souches mésenchymateuses et les expandre pour avoir un plus grand nombre, ou alors on peut prendre la moelle, la concentrer, faire de l'expansion de cellules souches mésenchymateuses et puis la différenciation, c'est-à-dire
la différencier vers la cellule d'intérêt qui est dans notre cas la cellule ostéoformatrice, l'ostéoblaste. C'est ce qu'on appelle les produits de thérapie cellulaire de seconde génération, la première génération étant, on va dire, les cellules souches simples ou moelle concentrées. Alors voilà ce qu'on a fait, ce qu'on faisait à l'époque et puis ce vers quoi on évolue. Donc ce qu'on a fait à l'époque dans nos premières études qui datent de 2004 et 2010, on prélevait jusqu'à 400 ml de moelle, ce qui est évidemment une grande quantité, en paire opératoire, donc aux patients anesthésiés. On utilisait une centrifugeuse qu'on appelle COB ici, et on arrivait à un volume final de 50 ml qu'on devait injecter dans la tête fémorale. Alors évidemment, injecter 50 ml dans une tête, ça fait à peu près ça, c'était pas toujours facile. Alors maintenant, on devait en plus sortir la moelle du quartier opératoire, aller à l'unité de thérapie cellulaire, revenir. Tout ça prenait 4 heures à peu près de salle d'opération. Maintenant, on a évolué vers un système comme ceci, qui s'appelle Cell Procedure at the Point of Care. Donc vous avez votre centrifugeuse dans la salle d'opération et vous faites tout en un temps. Vous prenez une plus petite quantité de moelle, plus ou moins 120 ml, que vous avez ceci en salle d'op, vous centrifugez et vous avez une certaine quantité de cellules souches. Donc ça, c'est ce qu'on fait en routine actuellement. Alors, on va aller injecter ces cellules souches ici dans la lésion, que vous voyez bien ici et ici. Alors ça, c'est la première étude qu'on a faite en 2004, qui est certainement une des premières études contrôlées de thérapie cellulaire régénérative dans cette maladie. Et donc, c'était une étude contrôlée, double aveugle, qui étudiait l'efficacité de l'implantation de moelle dans l'ostéonécrose. Et donc, on a fait deux choses. On avait un groupe de patients qui avaient bénéficié du forage, dont je parlais tout à l'heure, et l'autre groupe de patients qui a bénéficié du forage plus de l'implantation de moelle concentrée. Donc, ce qu'on a véritablement fait, c'est étudier le fait, pas du forage, mais le fait d'avoir implanté des cellules. Alors, on a regardé comme endpoint, donc comme objectif, on a regardé bien sûr la sécurité, l'amélioration ou non des symptômes cliniques, et aussi, si on arrivait en faisant ça, à ralentir ou arrêter la progression de la maladie. Alors, on a étudié ça à différents points sur 5 ans. On a regardé la douleur sur une échelle visuelle analogique. On a regardé la fonction de la hanche en utilisant des indices tout à fait validés. Et puis on a regardé la radiographie et la résonance magnétique. Alors comme je vous disais, donc on prélevait une grande quantité de moelle, on centrifugeait et on obtenait finalement un volume de 51 ml dans lequel on retrouvait des leucocytes, c'est ce que moi j'appelais la soupe finalement. C'est pour ça après je suis partie vers quelque chose de plus précis. Un certain nombre de cellules souches hématopoïétiques et un certain nombre, vous voyez ici, du composant mésenchymateux qui a priori nous intéresse. Mais le problème avec ce système, c'est que quand on a un patient, on prélève 400 ml de moelle, mais on a ce qu'on a. Si un patient a peu de cellules souches, j'ai prélevé peu de cellules souches et je réinjecte peu de cellules souches. Donc c'est évidemment un système qui a ses limites. Alors voilà ce qui se passe en salle d'opération. Et donc vous avez ici donc le patient, la tête ici, les pieds ici. Ça c'est le forage, c'est le fait de se mettre dans la lésion et de retirer un petit morceau pour pouvoir injecter. Et ici vous voyez l'injection de moelle concentrée via ce trocar. Et ce trocar fait une incision de 5 mm, le trocar fait plus ou moins 3 mm. Alors, une des premières questions de se dire lorsqu'on fait ce genre de technique, c'est de savoir si les cellules que l'on injecte restent à l'endroit d'intérêt, restent dans la tête fémorale. Donc on a mélangé nos cellules avec des leucocytes qui étaient marqués à l'indium oxynate. Et on a regardé, en prenant différentes images à différents temps par gamma caméra, si ces cellules restaient dans la tête. Et ici, je vous ai mis une image à 24 heures après l'implantation. Et vous voyez qu'on retrouve toujours les cellules dans la tête. Parce qu'il y avait deux questions. Est-ce que ce qu'on injecte ressort par le trocar, un petit peu, ou est-ce que ça part tout de suite dans la circulation? C'est bien sûr une question importante.
Alors, on a pu montrer grâce à ce traitement que le fait, vous avez ici le groupe contrôle, et donc je rappelle que le groupe contrôle était les patients qui avaient bénéficié du forage, et le groupe traité, c'est le patient qui a bénéficié du forage plus de la moelle. Donc on étudie véritablement l'effet moelle. Donc on voit que la douleur diminue de manière significativement au cours du temps, donc jusqu'à 5 ans. Lorsqu'on regarde un indice fonctionnel qui reprend différentes questions comme se pencher, monter les escaliers, marcher, aller en voiture, vous voyez aussi que vous avez un effet sur la fonction de la hanche avec une amélioration de cette fonction. Mais le plus important, en tout cas pour moi en thérapie cellulaire, c'était de pouvoir montrer que vous arriviez à ralentir la progression de la maladie et en termes d'ostéonécrose, c'est-à-dire d'éviter le passage du stade non fracturaire au stade fracturaire, et c'était de ne pas passer évidemment avec le traitement d'une hanche tout à fait sphérique vers une hanche cabossée comme on l'avait vu dans les premières images. Alors vous avez ici vous avez ici le patient qui ont bénéficié d'un moelle, et vous voyez que dans ce groupe-là, 3 seulement des hanches ont fracturé, contre 8 dans l'autre groupe, avec une différence significative en termes d'évolution qu'on a appelé ici les analyses de survie de la hanche étant le fait de ne pas fracturer. Et ça, on a pu le montrer donc jusqu'à un suivi assez long de 5 ans. Alors, ce qu'on voulait aussi regarder, si on fait de la thérapie régénérative, c'était mais qu'en est-il du volume de lésion? Est-ce qu'on arrive à réduire, en implantant des cellules, à réduire le volume de lésion? Alors ça a l'air simple en graphique, mais techniquement extrêmement difficile à faire, puisqu'il faut mesurer le volume de cette lésion sur chaque image de résonance magnétique, reconstruire la lésion et mesurer son volume. Et donc c'est ce qu'on a fait. Vous avez ici en groupe, en barre pleine, le groupe traité par moelle. Vous voyez qu'il y a une diminution significative de la lésion à 24 mois qu'on ne retrouve pas après. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que le volume diminue dans l'autre groupe? Je pense qu'à partir du moment où la tête s'affaisse, et on a beaucoup de patients avec des têtes affaissées, la lésion s'affaisse également et les mesures de volume sont perturbées. Voilà, alors pour l'ostéonécrose en tout cas, avec nos premières études avec la moelle concentrée, il semble, dans cette petite étude, en tout cas, contrôler que la moelle permet en tout cas d'améliorer les symptômes des patients et de ralentir la progression et d'éviter la mise en place de prothèses, en tout cas sur une période de 5 ans. Alors dans d'autres indications qui pour moi étaient peut-être encore plus importantes, parce que finalement, reconstruire une fracture, ça c'est encore un challenge. Si ça doit faire quelque chose, ça doit reconstruire une fracture. Alors on a pris des fractures, bien sûr, puisque les fractures consolident spontanément. L'os est un tissu pour ça beaucoup plus facile que le foie, puisque l'os, normalement, spontanément, se régénère, ce qui n'est pas le cas d'autres organes, comme le cœur ou comme le foie. Donc pour ça, j'ai un travail beaucoup plus facile que le vôtre. Et donc, malgré ça, donc certaines fractures ne consolident pas spontanément. C'est ce qu'on appelle les non-unions ou les pseudarthroses. Donc la définition d'une non-union, c'est le fait d'avoir une fracture qui, malgré un traitement, donc vous voyez que le patient, bien sûr, a été opéré puisqu'il a un clou centromédulaire, malgré ça, eh bien, la fracture ne consolide pas. Alors, c'est évidemment rare, c'est 5 à 10% des fractures. C'est généralement des polytraumatisés, ce sont des fractures de haute énergie avec une perte de substance importante. Il y a des produits sur le marché comme des facteurs de croissance qui ont l'AMM pour ça, mais ça reste encore un domaine mal connu, savoir pourquoi certains patients vont développer une non-union, pourquoi d'autres pas, et on a encore finalement peu de traitements, on va dire, légers pour ces patients, puisqu'actuellement les traitements proposés, ce sont les greffes. Donc on prend un grand morceau du bassin, on va les remettre dans le site de fracture, donc c'est de la chirurgie assez lourde. Alors ce qu'on a fait aussi pour les non-unions, c'est un peu le même système que pour les nécroses. On prend de la moelle, une grande quantité qu'on injecte, c'est exactement la même chose. Ici j'ai pris une autre firme qui fait
de la concentration de moelle. Vous voyez que sur les 5 dernières années, ont foisonné des sociétés qui font des appareils pour concentrer la moelle, donc pour faire de la thérapie cellulaire de première génération. Vous avez vu BioSafe, vous voyez Harvest ici, et vous injectez par un trocard dans le site de la non-union. Et ici, j'ai repris un papier d'une équipe française qui avait injecté donc un patient qui avait ce type de lésion. Et vous voyez que finalement, son cal, en tout cas, grâce à ce traitement, semble-t-il, s'est reformé. Alors, le problème avec la thérapie cellulaire de première génération dans les non-unions, c'est que le succès est fortement lié à la quantité de cellules souches mésenchymateuses que vous avez pu injecter. Donc, si le patient en a peu, vous en injectez peu, c'est ce que je disais. Et donc, vous voyez ici, ils ont regardé, le taux de succès était lié à la quantité de cellules souches injectées. Et ça, lorsque vous faites de la première génération, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, comme je m'étais toujours dit, moi j'injecte de la soupe, j'en ai assez d'injecter de la soupe, j'ai envie de pouvoir contrôler et de me dire, j'injecte la cellule qui m'intéresse, l'ostéoblaste. J'ai d'abord montré dans un papier qu'il y avait donc un déficit de la fonction ostéoblastique, que les ostéoblastes des patients qui avaient une ostéonécrose proliféraient beaucoup moins vite que les ostéoblastes de patients qui avaient de l'arthrose. Et c'est donc là-dessus que je suis partie sur un produit de thérapie cellulaire beaucoup plus affiné, on va dire, puisque ce sont des cellules osseuses. Alors ici, je vous ai mis un résumé donc, de l'historique, en tout cas de la thérapie cellulaire dans les maladies osseuses. On est parti de la moelle concentrée. Il fallait améliorer ces méthodes. Il y avait différentes manières de le faire. C'était soit en optimisant la quantité de cellules souches et en la contrôlant, ou alors en ayant un produit plus différencié. Alors c'est là-dessus qu'on est parti sur une population ostéoblastique qui maintenant a un trademark, un nom qui s'appelle pré-OB, pour pré-ostéoblastique. Finalement, ce ne sont pas des pré-ostéoblastes, mais des ostéoblastes. C'est donc une population de cellules osseuses, ostéoformatrices, qui a été sélectionnée et caractérisée pour sa capacité à faire de l'os in vitro, évidemment, vous l'avez vu en partie, et in vivo. Je vais vous montrer ça en image, je pense que c'est plus simple, voilà. Et donc voilà à quoi ressemble un ostéoblaste. Ça ressemble assez fort d'ailleurs à un fibroblaste si on ne regarde pas les autres protéines sécrétées. Vous voyez qu'il y a une morphologie de type allongé. Et lorsqu'on colore pour la phosphatase alcaline osseuse, qui est une protéine spécifique de la cellule osseuse, vous voyez cette coloration mauve qui prouve que c'est bien un ostéoblaste. D'autres tests ont bien sûr été faits pour prouver qu'il s'agissait bien d'une cellule osseuse. Et on a regardé aussi sa capacité à former de l'os in vitro. Vous voyez ces petites taches oranges de minéralisation. Alors on a d'abord dans un premier temps fait des études de preuve du concept à l'hôpital Erasme et à l'université de Liège également. Et donc l'idée c'était de pouvoir aussi cibler des maladies où il n'y avait pas de traitement, ça c'est une chose, mais avec une chirurgie, on va dire microchirurgie. Donc par exemple pour les non-unions, c'était de s'opposer à des chirurgies lourdes. Et donc ici c'est des chirurgies avec des trocars de 3 à 4 mm. Et de partir aussi d'une beaucoup plus petite quantité de moelle, de manière à faire ça en hôpital de jour. Donc ici, pour produire le produit pré-op dont on parlait, eh bien on part de 30 à 40 ml de moelle dans un système fixe de 21 jours de culture, ce qui était aussi important puisque les salles d'op, c'est un petit peu comme les aéroports, il faut avoir son spot au bon moment. Et donc ça me paraissait important aussi. Et donc on a ici le produit pré-op qu'on injecte de la même manière que vous avez vu pour la moelle concentrée. Alors, on a fait une étude donc en ostéonécrose. Donc je vous explique les résultats qui ont montré des résultats, en tout cas à 24 mois, tout à fait favorables, aussi bien sur les symptômes des patients que sur la progression de la maladie.
Et puis en non-union, on a également fait une étude de preuve du concept uniquement à l'université de Liège. Parce que si on avait un produit, pour moi ça c'était l'étude la plus importante, si on a un produit osseux, il fallait qu'il répare une fracture. La nécrose étant une maladie beaucoup plus complexe. Et donc on a injecté dans une étude ouverte une trentaine de patients qui avaient des non-unions de tout type, aussi bien des fémurs que des tibias, que des humérus, etc. Et donc on a regardé, évidemment c'est aussi beaucoup plus facile de regarder qu'une fracture est réparée, c'est réparé ou c'est pas réparé. Et on a regardé la douleur des patients. Alors ici, de manière intéressante, vous voyez ici, donc on a regardé le pourcentage de patients qui avaient une formation d'un cal, et vous voyez qu'au bout de 6 mois, eh bien, en moyenne, on avait presque 70% de réparation, et à 8 mois, presque 90% de réparation. Vous allez me dire, mais ça prend du temps de réparer une fracture. D'abord, il faut savoir qu'il y avait des patients là-dedans qui avaient des non-unions depuis plus de 2 ans, par exemple. Donc, pour démarrer une phase, dans cette phase 1, on a inclus toutes sortes de fractures et des cas extrêmement compliqués. Et puis, réparer un fémur ne prend pas le même temps que réparer un radius, par exemple. Alors, je pense qu'on peut passer quelques images. Donc, vous avez ici un fémur qui ne consolide pas. Vous voyez qu'il y a un trait de fracture. Et donc, le patient est bien sûr, s'il y a ça, pas capable de marcher sans qu'il y ait un système de fixation interne. Et donc, il a été injecté avec le produit Préob. Et vous voyez que le cal s'est formé. Ici, c'était un patient qui avait sa non-union depuis 22 mois. Alors en ostéonécrose, eh bien donc face à ces résultats encourageants, évidemment ce que j'ai oublié de dire, mais ce qu'a dit M. Bonivers, puisqu'on va parler maintenant des phases 3, au niveau académique, on peut difficilement se lancer dans des phases 3 qui sont des phases pivots pour un éventuel enregistrement. Et donc le produit Préob a été licencié à le spin-off de notre université. Et donc on a actuellement démarré 2 phases 3 dans l'indication de l'ostéonécrose et de la non-union, que j'espère pouvoir un jour peut-être vous montrer des résultats ici, s'ils sont positifs ou même négatifs. Je pense que c'est toujours intéressant. Et donc en ostéonécrose, c'est une phase 3 qui vient de démarrer sur 24 mois, aussi contrôlé. Donc on va faire 2 groupes de patients, un forage et on injecte Préob, un forage et on injecte un placebo. C'est une étude bien sûr multicentrique européenne dans un premier temps. Et en non-union, c'est la même chose sur un temps plus court, mais là on va se comparer, donc on fait soit l'implantation de Préob, ou soit on ne fait rien. Et puis, si jamais, en ne faisant rien, rien ne se passe, normalement c'était le cas, on va se comparer à l'autogreffe, ce qui est évidemment un peu plus difficile, on a un plus grand nombre de patients. Donc voilà où on en est en thérapie osseuse régénératrice en Belgique. Et je pense, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui développent ces produits de 2e génération. À notre connaissance, il n'y en a pas, et donc on espère que peut-être on fera le premier produit de thérapie cellulaire osseuse sur le marché. Et donc je vais terminer sur quelques réflexions plus académiques sur la façon dont, pourquoi ça fonctionne, parce qu'on met une quantité de cellules qui est quand même assez limitée, hein. Dans les ostéonécroses, on met 20 millions, dans les non-unions, on peut mettre jusque 100 millions, mais finalement, 100 millions sur le nombre d'ostéoblastes, ce n'est qu'une goutte d'eau. Et puis, les ostéoblastes ont un temps de vie qu'on ne connaît pas chez l'homme, mais qui est certainement en partie limité. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement par leur effet cellulaire, par leur capacité à faire de l'os, mais certainement par leur capacité à sécréter des facteurs de croissance de recrutement pour d'autres ostéoblastes, pour d'autres cellules mésenchymateuses, mais aussi pour des vaisseaux. C'est comme ça que cela fonctionne à mon avis. Et voilà, donc j'espère que la thérapie cellulaire dans ce domaine va pouvoir continuer, évoluer,
Préhob n'est certainement pas le dernier produit et on attend bien sûr les résultats de phase 3 en ostéonécrose et en non-union. Il y a actuellement aussi une étude de phase 3 en ostéonécrose avec la moelle concentrée. Et donc je pense que c'est intéressant qu'il y en ait plusieurs études sur le marché de manière à investiguer toutes ces voies de traitement. Je vous remercie.